Bonsoir à toutes et tous. Merci de nous suivre pour cette discussion sur les œuvres d'art et les archives audiovisuelles piégées en Occident, qui constituent un même combat pour la restitution du patrimoine culturel africain. Je serai votre modérateur aujourd'hui. Je me présente rapidement, je m'appelle Florian Bobin. Je suis étudiant-chercheur en histoire à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, auteur d'une biographie à paraître sur le philosophe révolutionnaire Omar Blondin Diop, ainsi que scénariste à Linkuring Productions. Je remercie le FRAP pour cette opportunité d'échanger. L'actualité nationale au Sénégal, très chargée, est marquée par des combats pour le recouvrement de la souveraineté, des souverainetés au pluriel, qui sont en commun avec de nombreux autres pays africains et de ce qu'on appelle le Sud global, où se ressentent à la fois les séquelles du colonialisme et se manifestent les actualités du néocolonialisme. Parmi les marqueurs de la souveraineté figure le patrimoine culturel, aussi bien matériel qu'immatériel. Par patrimoine matériel, on pense évidemment aux œuvres d'art et aux pièces culturelles et spirituelles spoliées lors de la conquête et de l'occupation coloniale européenne en Afrique, mais on pense aussi au patrimoine immatériel, notamment aux archives audiovisuelles, encore largement piégées dans des fonds européens. Pour en parler, nous sommes aujourd'hui avec Amadou Ouri Bari et Makimadi Bassila. Amadou Ouri Bari est un étudiant au département d'histoire de l'Université de Tours. Ses recherches portent sur le patrimoine culturel ouest-africain et l'UNESCO autour de la Convention de 1970. Il est également militant décolonial, anti-impérialiste, panafricain d'obédience charantaïste, membre du FRAPP et militant du parti PASTEF. Maki Madibasila est un artiste musicien, cinéaste et fondateur de Linkering Productions, société de production audiovisuelle basée à Dakar, spécialisée dans les documentaires sur l'histoire de l'Afrique. Il est le réalisateur de El Maestro Labassosé, l'histoire du plus grand salsero africain, paru en 2021, de Essama et Bokande La Panthère, paru en 2024, et Le Sénégal révolutionnaire, film en cours de production dont je suis également le scénariste. En 2018, l'économiste et universitaire Felwine Sarr, avec l'historienne de l'art Bénédicte Savoie, remettait au président français Emmanuel Macron leur rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain, bien que la question soit ancienne. Elle remonte dès les indépendances, lors desquelles les pays africains ont réclamé le retour de leurs biens culturels qui, pour la plupart, avaient été spoliés pendant la période coloniale. Donc, pour commencer, Amadou Maki, pour vous, qu'est-ce que signifie l'acte de restituer? Bonjour camarades. Merci pour l'invitation. Je suis très heureux aujourd'hui d'être là avec vous pour parler sur le patrimoine culturel africain. Bon, le mot restituer, si on peut le dire, on peut peut-être se référer au texte international, notamment aux législations internationales mises en place par l'UNESCO, qui est une organe exécutif de l'ONU chargé de gérer la culture, le sport et l'éducation. D'après les textes de l'UNESCO, restitution, c'est-à-dire c'est essayer de retourner des objets qui ont été volés illégalement. Vous savez, actuellement, dans l'opinion, on parle que de restitution. Alors que dans les textes, c'est-à-dire dans les textes législatifs, on retrouve deux mots qui ont des définitions un peu différentes. Il y a le mot restitution, et également il y a le mot retour. Restitution, c'est pour tous les biens qui ont été volés. Et par contre, le mot retour, c'est pour les biens qui ont été déplacés durant une occupation étrangère. On peut donner l'exemple de la conquête coloniale. Parce qu'actuellement, si on regarde la majeure partie des biens culturels africains qui sont dans les musées occidentaux, sont des biens qui ont été pillés durant une occupation étrangère. Donc, pour moi, pour ces biens-là, on ne devait même pas parler de restitution, on devait parler de retour. Et le mot restitution a peut-être un peu une connotation juridique par rapport au mot retour. Bon, du coup, restituer, en tout cas, d'abord, si, on peut dire que en parlant de restitution, on accepte déjà qu'il y a eu un vol, un pillage.
Donc, c'est quelque chose qui est légitime, qui va de pair avec la réparation. Ouais, c'est ça. Je pense lorsqu'on parle de patrimoine matériel, c'est important de préciser de quoi il s'agit. Euh, Au niveau des pièces africaines qui ont été répertoriées, notamment par le rapport Sarr-Savoie de 2018, beaucoup proviennent de la spoliation coloniale. Le rapport a dressé un inventaire de plusieurs dizaines de milliers de pièces. Toi, à travers tes recherches, Amadou, est-ce que tu peux nous parler plus en détail de ce patrimoine ouest-africain qui est en Europe? Bon, vous savez, comme vous venez de le dire, le patrimoine culturel qui est actuellement en Europe, c'est un patrimoine qui a connu un long processus d'exportation durant l'époque coloniale, mais aussi durant l'époque post-coloniale. Parce il y a même certains chercheurs qui disent que la spoliation des biens culturels africains est beaucoup plus importante durant la période post-coloniale que durant la période coloniale. En se référant au rapport qu'avait rédigé Selwyn Sarr et Bénédicte Savoie, nous ont montré que dans les collections publiques françaises, actuellement, il y a presque 88 000 objets d'art dans les collections publiques françaises, sans pour autant revenir sur les collections privées. Du coup, en parlant de ce long processus d'exportation du patrimoine culturel africain, on peut revenir un peu en arrière. C'est-à-dire bon, revenir un peu sur la question du pillage des biens culturels. Bon, le patrimoine culturel ou bien les biens culturels africains ont commencé à, on commençait, on commençait à être exportés en Europe le jour où ils ont entré en contact avec les colons. C'est-à-dire vers le début de la traite négrière. Bon, au début, comment les explorateurs, ils prenaient les objets pour une question de souvenir. C'est-à-dire, c'est durant cette même période, en rentrant en Europe, ils ramènent souvent, comment dire, ils ramènent souvent des objets là-bas. Il y a même un chercheur qui disait que cela a contribué sur la formation de plusieurs artistes européens, notamment Pablo Picasso. Il y a également, il y a également euh, le grand artiste Guillaume Apollinaire qui disait que la découverte de l'art nègre, durant cette période, on en appelait comme ça ce patrimoine. C'est-à-dire, pour eux, c'était l'art nègre. Après, petit à petit, ils vont commencer à approcher ce patrimoine pour mieux l'exporter en Europe. C'est ainsi qu'on va assister au rôle des missionnaires, c'est-à-dire avec la mission civilisatrice. Parce que, comme vous le savez tous, la mission civilisatrice était l'un des fondements de la colonisation. Et du coup, les prêtres, en évangélisant les peuples africains ou bien les peuples coloniaux de manière générale, vont s'en profiter pour exporter le maximum d'objets en Europe. D'ailleurs même, durant cette période, on retrouvait des musées missionnaires partout dans les capitales européennes. Donc cela aussi a contribué, c'est-à-dire au pillage des biens culturels des peuples coloniaux. C'est après cela qu'on va assister avec la conquête coloniale, le déplacement massif des biens culturels, surtout avec, comment dirais l'anéantissement des derniers royaumes africains. On peut donner comme l'exemple en 1900, non, en 1890 avec la chute de l'Empire toucouleur, l'Empire qui était sous la tutelle d'El Hadji Omar Foutiyou Tall au Massina dans l'actuel Mali. Lorsque le général, comment dirais-je, le général français a conquis l'empire Paul le général Louis Arsinard, lorsqu'il a anéanti le guide religieux, El Hadji Omar Foutiyou Tall,
il va ramener presque tout ce qu'il avait trouvé dans la cour royale. Ce trésor même va être nommé après comme étant le trésor de Ségou, vu que Ségou était la capitale de l'Empire. Dans, comment dirais-je, dans le rapport Savoy, ils nous disent que le trésor de Ségou contient, c'était à peu près un millier d'objets. Un millier d'objets qui, à l'heure actuelle, une partie, bon, une partie est déjà été victime par le marché de l'art et une autre partie est répartie entre les institutions publiques françaises, notamment la Bibliothèque nationale de France, le musée du Quai Branly qui se trouve à Paris et le musée d'histoire naturelle qui est au Havre. Et, Ah, Amadou, il y a un problème avec ton son. Est-ce que tu pourrais réouvrir ton micro? c'est bon? Voilà, c'est bon. D'accord. J'étais en fait, en train d'expliquer la répartition du trésor de Ségou. D'après le rapport Savoy, c'est-à-dire le rapport qui a établi en 2018 Selvin Sarr et Bénédicte Savoie, le rapport, bon, le trésor était composé de plus d'un million, donc, de plus d'un millier d'objets d'art. Après, bon, actuellement, il y a une partie qui a été victime du marché de l'art et une autre qui a été répartie entre les institutions publiques françaises, notamment le musée de Quai Branly, la Bibliothèque nationale de France, ainsi que le musée naturel qui se trouve au Havre. Mais, comment dirais-je, même le sabre d'El Hadj Omar Foutiyou Tall qui vient d'être restitué tout récemment en 2021 au Sénégal a connu des demandes de restitution durant les années 60 en vain. Il y avait même, je crois, un conservateur sénégalais en 1960, il avait demandé un prêt dans le cadre d'une exposition du musée dynamique de Dakar, ce que le gouvernement français avait refusé durant, bon, à cette période. Bon, bon, on est toujours dans la logique d'expliquer, c'est-à-dire le pillage des biens culturels africains dans le cadre de la conquête coloniale. Après l'anéantissement de l'Empire toucouleur, on va assister aussi en 1998 celui de l'Empire du roi Béhanzin, le Dahomey qui est actuel Bénin. Là aussi, on va trouver que entre 1893 et 1895, bon, plusieurs officiers français, dont le général Alfred Doss, vont donner au musée d'ethnographie du Trocadéro une partie du butin de guerre saisi au Dahomey. Et ce trésor, tout comme le trésor de Ségou, va également, comment dirais-je, va également être l'objet de demandes de restitution depuis les années 60. Là aussi, on a vu que tout récemment, le gouvernement français a restitué, je crois, une vingtaine d'objets au gouvernement du Bénin. Et on va assister également à l'anéantissement de l'un des derniers empires ou bien derniers royaumes de, qui a pu résister face à l'occupation étrangère, qui est le royaume Wassoulou de Samori Touré. Là aussi, tout comme les deux derniers, on va voir que le gouvernement colonial français, après avoir anéanti le royaume et exilé le guide, c'est-à-dire Almami Samori Touré au Gabon, ils vont bon, piller tout le trésor culturel qui se trouvait dans la cour royale. Ainsi, ce trésor, d'après le rapport Savoy, est estimé entre 200 000 à 300 000 francs de l'époque et rempli de 12 caisses. Et ce trésor, tout comme les deux autres que je viens de citer,
continue toujours d'esthétiser les musées des capitales européennes. Bon. Après la conquête coloniale, le gouvernement, les colons vont passer à une autre acte. C'est-à-dire, là, après avoir eu la main mise sur l'ensemble du territoire africain, ils vont essayer d'administrer les terres conquises. Au début, si vous vous rappelez, au début, je vous disais que la première chose qu'ils ont utilisée pour exporter les biens culturels en Europe, c'était la religion, à savoir la mission civilisatrice. Mais là, après avoir conquis le territoire, ils vont utiliser la science. La science-là va être comme un bouclier pour pouvoir exporter le maximum d'objets en Europe. C'est ainsi qu'ils vont multiplier les missions ethnographiques. Parce qu'après avoir conquis les territoires, ils vont dire que maintenant, on va organiser des missions ethnographiques pour essayer d'étudier les peuples nouvellement soumis. Bon, l'une des premières missions, c'est celle de Léo Frobenius en 1910, euh, qui va être une véritable entreprise de razzia contre l'art nègre. Après aussi, entre 1939, non, de 1929 à 1940, le gouvernement colonial français va financer une, plus de, plus d'une centaine de missions ethnographiques, dont une trentaine en Afrique. Et l'un de ces missions qu'on connaît actuellement à travers les écrits, c'est celle de 1931, la mission Dakar-Djibouti sous la direction de Marcel Diol. Durant cette mission ethnographique, il y aura un surréaliste qui se nomme Michel Léris, qui va être associé à l'équipe de référence. Lui, son rôle, c'était de faire l'historiographie, c'est-à-dire de faire le compte rendu de cette mission au jour le jour. C'est ainsi que, bon, qu'il va publier un ouvrage après la fin de cette mission en 1932. Il va publier ses écrits en 1934. Et à travers ces écrits, on va voir également que cette mission va être, comment dirais-je, va être l'un des principes, l'un des moyens de permettre à exporter ce patrimoine culturel africain dans les musées européens. Bon, d'ailleurs même, il y a, je crois, il y a un extrait de son ouvrage où il montrait que des fois, bon, il a acheté les objets, mais il les achetait de manière forcée. Parce que les peuples africains, j'ai oublié de souligner, bon, une chose, il faut savoir que ce sont les Européens qui ont nommé ces objets comme étant des biens culturels. Mais nous, en Afrique, durant cette période, les objets n'avaient pas un but pour être considérés comme étant des objets culturels. C'était des objets cultuels utilisés pour la religion, mais pas pour des ordres, bon, d'être exposés dans des musées. Du coup, les Africains n'avaient pas cette idée de commercialiser ces objets. C'est à travers la colonisation que les collectionneurs vont mettre cette idée sur place, quoi, en fait. Bon, là, on va passer bon, à l'époque postcoloniale. Après, également, durant également la période postcoloniale, les colons vont toujours continuer dans cette, co- comment dirais-je, vont toujours continuer bon, à alimenter leur musée. Là aussi, ils vont utiliser la science à travers les missions, bon, à travers la découverte des sites, bah, des sites archéologiques, quoi. Après, juste le moment des indépendances, on va noter une multiplication,
bon, une multiplication des découvertes des sites archéologiques partout en Afrique. D'ailleurs, entre 1900, comment dirais-je, euh, d'ailleurs, entre 1989 et 1991, 847 sites vont être découverts sur le delta du fleuve Niger. Mais sur le delta du fleuve Niger. Mais rapidement, ces sites vont être conquis par les collectionneurs européens qui vont venir sur place pour essayer d'exporter le maximum d'objets. Bon, et durant cette même période, on va constater également le vol des biens culturels dans les musées, dans les musées africains. Parce qu'il faut savoir que le musée a été construit en Afrique par le colon. L'un des premiers musées qui a été construit, je crois, dans la partie ouest africaine, c'est celle de l'éléphant, qui se trouve Ouais, actuellement, je crois, qui est actuellement le musée de Théodore Monod. ouais. C'est l'un des premiers musées qui a été mis en place en Afrique. Alors, Du sur ce coup, point, après, ouais, Amadou, si ça ne te dérange pas, on va juste passer rapidement, Maki, on va revenir vers toi sur la question du musée. Amadou a fait un aperçu très exhaustif et riche des collections, de ce qu'on appelle les biens culturels, mais que lui euh, qualifie plutôt d'objets cultuels, tels qu'ils étaient conçus à l'époque. Euh, Toi, Maki, tu es cinéaste, réalisateur, tu as beaucoup travaillé avec les archives audiovisuelles. Et lorsqu'on parle d'archives audiovisuelles qu'on met en parallèle avec le patrimoine matériel, il s'agit de reportages ethnographiques, politiques, sociétaux qui ont été captés lors de l'époque coloniale et à peu près dans les 2 premières décennies après l'indépendance, avant que les télévisions nationales ne se forment. Donc il y a un jeu de miroir entre les biens culturels ou les objets cultuels comme les appelle Amadou, et les archives audiovisuelles. Toi, dans les films que tu as eu à réaliser, tu as eu à travailler dans un ensemble de fonds d'archives audiovisuelles qui étaient principalement en Europe. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces archives-là et des procédures d'accès que tu as dû traverser et auxquelles tu as été confronté pour débloquer ces archives en question? Voilà. Donc, je voulais juste revenir à la première question qui me semble, elle est fondamentale et très intéressante parce qu'on parle de restituer. Mais qui dit restituer parle forcément quand on dit qu'on restitue quelque chose, c'est parce que quelque chose a été dérobé ou quelque chose a été retenu indûment. En tout cas, c'est en bon français, c'est ce que cela signifie. Donc, la problématique des archives, en tout cas pour ma part, moi qui travaille avec les archives audiovisuelles, c'est très compliqué d'y avoir accès tout simplement parce que, surtout quand on traite de sujets qui datent d'il y a 50, 60, voilà, un peu plus, c'est une époque où nous n'avions pas, par exemple, tout bêtement accès ni aux caméras, ni aux salles de montage, ni aux images. Donc, c'est la France qui filmait. Donc voilà, c'est la France qui avait les archives, notamment RFO. Et aujourd'hui, pour avoir accès à ces archives-là, on nous demande encore une fois de payer. C'est-à-dire pour que moi, Macky, si j'ai envie de raconter l'histoire de mon peuple à travers voilà, soit la colonisation ou les indépendances, je dois payer à l'INA. Voilà. Et pour, payer pour avoir accès à ces archives, une minute coûte, il me semble, 1000 euros. En tout cas, ça peut aller Ouais. jusqu'à 1500 euros. L'INA, pour préciser, qui est l'Institut national de L'Institut l'audiovisuel, national d'audiovisuel. Voilà. qui est le C'est fonds public français public qui français. Voilà. accueille toutes les archives de la télévision publique française. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle vraiment la double peine pour nous, les réalisateurs, en tout cas, qui veulent s'attaquer à des sujets qui ont trait à des archives qui datent de plus de. Voilà. Qui ont une certaine durée. Donc, c'est la double peine. Moi, je n'ai pas demandé à être colonisé. Et puis, de deux, je dois payer pour avoir accès à une partie de mon histoire. Parce que, de quoi s'agit-il? Parce que les archives permettent d'entrevoir le passé et d'écrire l'avenir aussi.
Parce qu'il y a énormément de questions que l'on se pose aujourd'hui en 2024. Les réponses, justement, se trouvent là-bas. Les réponses se trouvent en 1960. Les réponses se trouvent en 1927 avec Lamine Senghor. Les réponses se trouvent peut-être voilà, dans l'histoire de Blaise Diagne. Peut-être les réponses se trouvent aussi dans l'histoire de Taraï 44. Et si moi, je ne peux pas avoir accès à ces archives, je suis dans l'impossibilité non seulement de parler de ces problématiques, mais de traiter ce genre de sujet. Et c'est là où je dis que, pour nous, en tout cas, qui sommes dans l'audiovisuel, c'est vraiment une double peine. L'autre chose, c'est on a beaucoup parlé de restituer des œuvres d'art, mais on a très peu parlé de la restitution des images, qui pourtant sont beaucoup plus récentes. Je pense qu'il y a un des pays dont on pourrait prendre l'exemple, c'est l'Algérie, qui à un moment donné a vraiment tapé du poing sur la table afin que la France restitue les images qui ont été prises durant la conquête d'Algérie, voilà, les fameux événements, entre guillemets, en tout cas tout, durant tout le temps que la France a occupé ce territoire-là. Mais pour nous, en ce qui concerne le Sénégal, même notre déclaration d'indépendance, même le premier, je veux dire, le 4 avril 1960, entre guillemets, ces images-là, aujourd'hui encore, appartiennent à la France. C'est-à-dire que même s'ils les ont rendues au Sénégal, ils nous demandent à nous de les réécrire pour avoir l'autorisation de les utiliser. Donc, qu'il s'agisse de la crise de 1962, toutes ces images-là aujourd'hui appartiennent à la France, tout simplement. Et là, on parle de la période postcoloniale, hein, parce que là, une fois qu'on était indépendant, on n'avait pas accès à la télé. La première chaîne de télé au Sénégal, je pense, c'est la RTS, c'est en 1972 ou 74. Je ne suis pas très sûr du. Mais en tout cas, on est soit 72 ou 74. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre 1960 et 1972? Donc, ces 12 années-là, il s'est bien passé des choses au Sénégal. Voilà. Et toutes ces images-là, aujourd'hui, sont en ligne, hein. Et si vous les voulez, on vous demande de payer pour y avoir accès. Donc, et malheureusement, on a beaucoup plus parlé de la restitution des œuvres d'art, mais très peu de la restitution comment dire, voilà, des restitutions, des archives audiovisuelles. Et qui, pour moi, ont un sens. Et c'est fondamental que les États africains, pas seulement le Sénégal, puissent avoir accès à leur patrimoine et qu'ils puissent aussi faire ce travail-là. Mais malheureusement, on est entre le marteau et l'enclume. Même nos États, moi, j'en avais parlé, hein, j'en ai parlé au ministère de la Culture, j'en ai parlé au ministère des Affaires étrangères, en leur disant qu'on avait besoin d'une lettre, parce qu'on était en train de documenter un petit peu, voilà, le Sénégal des années 60, voilà, et tout ça. Mais c'est à la limite si on m'a pas envoyé balader. Et pour finir, hein, pour ne pas trop monopoliser la parole, la RTS a des archives. À un moment donné, l'Institut national de l'audiovisuel, l'INA, a restitué des archives à la RTS, mais qui, elle aussi, refuse que des Sénégalais puissent avoir accès à ces archives. Encore une fois, c'est la double peine. C'est-à-dire le peu d'archives qui ont été restitués par l'INA et qui aujourd'hui se trouvent à la RTS, nous n'y avons pas accès. Quand nous allons voir la RTS pour essayer de collaborer avec eux, notamment le film sur lequel je pense qu'on va en parler, le Sénégal révolutionnaire, l'indépendance contestée. Moi, j'ai écrit à la RTS, je suis parti là-bas, je leur ai demandé de voir dans quelle mesure nous pourrions éventuellement collaborer pour avoir accès à certaines de leurs archives et que, au final, quand il faudra diffuser, eux, ils en ont la primeur. Toujours rien. Pour finir, pour l'Abbas-Sossé. L'Abbas-Sossé, là, on ne parle pas d'archives qui datent de 1900, machin. Voilà. L'Abbas-Sossé, euh, en 1980, en 2007, pardon, il y a eu quand je faisais le film sur l'Abbas-Sossé, il y a eu un téléthon qui a été organisé par la RTS. Mais même pour ça, pour avoir accès à ces archives-là, j'ai dû courir 3 ans. J'ai dû courir 3 ans. C'est juste pour expliquer qu'au-delà même on est entre le marteau et l'enclume. On a du mal à avoir accès à nos archives qui sont à l'étranger. Mais dans ce débat-là qui est fondamental, c'est important aussi de dire qu'on a aussi du mal à avoir accès à nos archives qui sont aussi chez nous. Oui, merci Voilà. Maki pour ça. On va revenir sur la question de la responsabilité des autorités publiques et de l'État. Euh,
Je pense que c'est important de saisir le moment de la restitution, du retour, comme l'appelle Amadou, et des espaces dans lesquels ce retour s'opère. Amadou, tout à l'heure, tu parlais tout à l'heure du musée comme espace qui a été créé dans un contexte européen et qui a été transposé dans la période coloniale en Afrique. Euh, le musée comme espace, aussi bien pour des pièces physiques que pour des installations qui projettent des films avec des archives audiovisuelles, est un lieu avec son propre fonctionnement et ses propres règles. Une sorte de rituel du silence où on est là, on va chuchoter, on va pas faire trop de bruit. Il faut faire attention que les visiteurs du musée ne soient pas trop au courant de nos émotions vis-à-vis de pièces, avec une forme de distance que l'on oppose avec l'œuvre qui est exposée. Et la politologue Françoise Vergès appelle, elle, à décoloniser le musée. Donc, un des enjeux majeurs de la restitution semble être la resocialisation du patrimoine pour que ce patrimoine puisse se générer dans un espace géographique dans lequel il revient, qui était celui de sa conception originelle. À la fois pour les œuvres d'art, les biens culturels ou les objets cultuels, comme tu les appelles, Amadou, ainsi que les archives audiovisuelles, Maki, quelle forme d'accueil pour le retour de ce patrimoine est-ce que vous envisagez, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du musée? Ah non, mais je viens de parler, c'est à moi ou c'est à Amadou? On va passer à Amadou et puis après je vais te relancer, Maki. Oui, 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 c'est pour ça. Bah oui, vous savez, comme vous venez de dire bon, tout à l'heure, le musée, comme il est à l'heure actuelle, c'est pas un musée bon, qui reflète les réalités socio-culturelles africaines. Il y a même, je crois, durant les années 2007 comme ça, il y a beaucoup de conservateurs africains qui ont travaillé là aussi. Et l'ensemble de ces conservateurs ont appelé à réinventer le musée africain. Parce que vous savez, actuellement, même le problème des musées, je crois, c'est l'un des thèses que soutiennent certains penseurs qui pensent que le patrimoine culturel africain ne doit pas être restitué en Afrique. Pourquoi? Parce que les Africains n'ont pas des musées capables de conserver ce patrimoine. Et là, pour moi, c'est une erreur, quoi. Vous savez, parmi le patrimoine culturel, il y a les restes humains. Et ces restes humains, bon, à l'heure actuelle, si on les restituait en Afrique, bon, ils ne seraient pas dans les musées. On va les retourner dans les cimetières. Donc là, il y a également, vous savez, en Afrique, d'après la tradition, les satis, les satis, eux aussi, ils meurent. Il y a même, je crois, l'un des premiers documentaires qui a été établi concernant la restitution des biens culturels africains. C'était un documentaire qui a été édité par la maison d'édition Présence africaine en 1953. Je crois que le documentaire se nommait Les Satis meurent. C'était ça, je crois, le titre de, de ce film, quoi, en fait. Bon, c'est pour vous dire que les musées actuels, je crois, il y a parmi les objets qu'on peut conserver dedans, mais il y a d'autres objets qui ne peuvent pas être dans ces musées. Et bon, c'est ça, en fait. Euh, Et Maki, j'aimerais te relancer sur le point que tu évoquais tout à l'heure pour un peu l'étendre, puisque il y a le moment de la restitution, il y a le moment du retour. Euh, et l'argument que tu évoquais, Amadou, sur la question de la conservation, à mon sens, est totalement fallacieuse. Mais il y a une autre question qui est annexe, c'est celle de la mise à disposition. Parce que le Sénégal, comme de nombreux autres pays, a les infrastructures, a le personnel pour accueillir, conserver et rendre accessible son patrimoine matériel comme immatériel. À mon sens, ça, c'est un faux débat. Par contre, un réel enjeu, c'est celui de la mise à disposition du public, qui, lui, est un enjeu politique.
En 2010, Maki, tu évoquais le fait que l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, pour le cinquantenaire des indépendances africaines, avait remis à la RTS, la radio-télévision sénégalaise, un ensemble d'archives vidéo. Sauf qu'aujourd'hui, et tu le témoignes aujourd'hui et tu le confirmes, personne ne sait comment accéder à ces collections ou comment les réemployer pour leurs films documentaires. Comment est-ce que tu expliques, Maki, cette position qui est politique des autorités qui, malgré le fait qu'il y ait eu une forme de restitution à travers la mise en accès de ces archives, comment tu expliques que les autorités ne rendent pas ces archives accessibles au public? Ou en tout cas aux créateurs de contenu que sont les cinéastes? Moi, je pense que c'est une problématique d'ensemble, en fait. Euh, nous, nous, euh, nous n'avons pas conscience de l'importance des archives, pour commencer. Je m'explique. Il faut voir, pour comprendre pourquoi on en est là, il faut voir comment est-ce que la RTS traite ses propres archives. Elle est là la question. Est-ce que vous savez que de 1980, de 1972, hein, 74, à la création de la RTS, jusqu'en presque 1990, la RTS n'archivait pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'histoire du Sénégal, entre 72 jusqu'à 88, 89, 90, on n'archivait pas. Il n'y a pas d'archives. Si aujourd'hui vous voulez savoir ce qui s'est passé durant cette période-là, la RTS est incapable de vous fournir ne serait-ce qu'une seule image. La RTS a lancé un appel pour retrouver ses propres archives. Vous vous rendez compte de l'ampleur du phénomène? C'est-à-dire que les gens de la RTS ont lancé un appel pour dire si chez vous, vous avez des actes de la RTS, il faut nous les restituer. Donc, non, mais ce pays marche sur la tête, en fait. Les gens n'ont pas conscience de l'importance non seulement des archives, de la conservation des archives et aussi de leur accès. C'est-à-dire quelqu'un comme moi qui travaille avec les archives. Là, je viens de finir le film Jules-François Bocandé. Mais la RTS ne m'a pas fourni une seule archive. Toutes les archives, je me suis débrouillé pour les avoir d'ailleurs. Et à chaque fois, je viens vers eux. Mais ils ne veulent pas. Déjà, il y a la question à savoir pourquoi c'est si compliqué. La réponse se trouve peut-être à la RTS. Que une fois, j'ai discuté avec quelqu'un qui m'a dit, ah, c'est parce que les gens vendent des archives. Des gens qui sont à la RTS, même à l'intérieur de la RTS, ils vendent des archives. Et j'étais abasourdi d'apprendre une telle nouvelle. Et moi, je leur ai dit, mais c'est pas parce que quelqu'un ici, dans la maison, vous n'avez qu'à faire votre investigation, essayer de trouver quelle est la personne ou qui sont les personnes qui vendent des archives, et puis vous réglez ça en interne. Mais par contre, moi, citoyen sénégalais, qui suis curieux, qui ai vraiment envie de raconter l'histoire de mon peuple, là, on a fait un film sur Ahmad Dansokho. Idem, Ahmad Dansokho qui a fait partie voilà, du gouvernement de Diouf dans les années 88-89, j'aurais bien aimé avoir accès à ces images-là. La RTS a encore refusé. Donc, la problématique reste encore la même. Ces gens ne comprennent pas, ou bien ils font semblant de ne pas comprendre l'importance des archives. Ils ne comprennent pas non plus l'importance de la transmission, c'est-à-dire faire des films, expliquer un tout petit peu l'histoire du Sénégal à travers soit des figures artistiques, culturelles, politiques, soit ils font la sourde oreille parce que c'est l'administration sénégalaise qui est un tout petit peu comme ça. En tout cas, moi, j'ai pas véritablement la question. Quoi qu'il en soit, c'est un véritable problème qu'il va falloir poser. Moi, j'ai même pensé à un moment donné saisir l'Assemblée nationale à travers Guy Marius Sagna. J'ai eu à discuter avec lui. Et puis, pour qu'il introduise, je sais pas moi, une proposition de loi, en tout cas, qu'il pose la problématique sur la table. Pourquoi est-ce que les écrivains, les cinéastes ou même les chercheurs sénégalais ont tant de mal à disposer de leurs propres archives? Parce que ça parle de. C'est notre histoire à nous. Nous avons envie de raconter des histoires. Nous avons envie de raconter voilà, ce qui s'est passé. C'est fondamental pour notre société. C'est fondamental aussi pour l'évolution de notre pays. Mais si on n'a pas accès à nos archives, comment est-ce qu'on va raconter nos histoires? Donc, grosso modo, c'est ça. Soit les gens ils n'ont pas compris l'importance et que les archives, c'est un enjeu politique. Aujourd'hui encore, en Allemagne, vous avez comment dire, vous avez des bureaux spécifiques
qui continue encore une fois de documenter ce qui s'est passé en 39-45. Et chaque archive trouvée, mais c'est carrément c'est les services de secret allemands qui se déplacent pour aller récupérer les archives parce que c'est sensible. Voilà, un pays comme la Chine, par exemple, ne laisse pas sortir ses archives. C'est-à-dire que si tu n'es pas chinois, tu ne peux pas avoir accès à des archives chinoises. Parce que ça dit quelque chose. Aux États-Unis, on parle de déclassifier des archives, mais 60 ans après, par rapport à l'affaire JFK, par exemple, l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, il y a, je pense, 5 ou 6 ans où les gens ils vont déclassifier ces archives. Et reste à savoir qu'est-ce qu'ils vont exactement déclassifier. Ce ne sera pas tout le dossier, mais ce sera une partie. Donc, en Afrique, je pense qu'on a encore du chemin à faire. On a encore l'accès. C'est tout un pan qu'il va falloir. Voilà, il faut mettre un coup de pied dans la fourmilière, discuter avec la RTS, se réunir autour d'une table, créer un colloque, même si j'aime pas trop ça parce que je trouve que souvent on fait des colloques qui, à la fin, ne servent pas à grand-chose. Mais en tout cas, il va falloir qu'on convoque l'INA, qu'on convoque les gens de l'administration du Sénégal à travers le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Culture. Nous aussi, nous qui avons envie de raconter des histoires et qui n'avons pas accès, et qu'on essaie de mettre les choses sur la table et qu'on puisse nous laisser avoir accès à ces images-là pour qu'on puisse travailler. Parce que c'est frustrant. Voilà, quoi. On est un peu dans le statu quo. On le voit avec notre film sur lequel on a commencé à travailler depuis 2019. Là, on est en 2024, donc mine de rien, ça fait 5 ans. Je ne sais pas si tu te rappelles l'interview avec Roland Collin, on est en 2019. Tu vois un peu, ça fait 5 ans qu'on travaille sur ce film et ça nous retarde parce que justement, on n'a pas accès aux archives. Les archives sont vraiment fondamentales à tout point de vue. C'est un réel enjeu politique. Amadou, je voulais te relancer sur cette question. Selon toi, il semblerait que la question de la restitution ne peut pas être dissociée du soutien au patrimoine vivant d'aujourd'hui. C'est-à-dire que si on parle de retour du patrimoine culturel historique, euh, il semblerait avoir une impasse si elle n'est pas accompagnée d'un soutien au patrimoine vivant d'aujourd'hui. Pour toi, quel est le rôle de l'État, des autorités politiques, à travers sa politique et sa diplomatie culturelle, dans le soutien à la création artistique aujourd'hui? Bon, vous savez, c'est comme l'a expliqué le camarade Maki, je crois, le mois de décembre, j'étais au Sénégal, j'ai rencontré le conservateur du musée, le directeur général du musée des civilisations noires, je crois l'un des plus grands musées en Afrique de l'Ouest actuellement. Même lui, bon, il me disait que pour lui, la restitution des biens culturels africains n'est pas un enjeu fondamental durant cette période. Bon, il me disait qu'actuellement, ce que l'État doit faire, c'est de protéger la production contemporaine. Vous savez, mais moi, je vois qu'il y a vraiment bon, une manque de volonté envers l'État, que ce soit au Sénégal ou dans d'autres pays en Afrique. En ce qui concerne bon, le soutien envers les artistes contemporains, bon, vu que puisque je n'ai pas pu me mener des études là de dessous, mais je crois en vrai qu'il y a un manque de soutien et que même jusqu'à présent, il y a beaucoup d'objets d'art africains qui continuent d'affluer sur le marché de l'art. Et cela, pour moi, c'est une manque de protection, une manque comment dirais de surveillance envers la production des artistes contemporains. Ouais. Il y a une autre question que pose la question de la conservation, c'est celle de l'accessibilité. Maki, tu as touché à la question de l'accessibilité à l'art, notamment du point de vue des créateurs de contenu, on peut les appeler ainsi, des cinéastes, des artistes, des réalisateurs. Et puis il y a la question de la diffusion de ce patrimoine. Le romancier Mohamed Bougarsar parle d'une fracture culturelle à propos de l'accès à la culture au Sénégal, qui est un schéma qu'on peut retrouver dans d'autres pays africains, mais dans lequel l'offre culturelle
dans sa géographie, s'inscrit dans un modèle jacobin, c'est-à-dire très hiérarchique, très vertical, où l'essentiel de la ressource, à la fois humaine, structurelle et financière, l'essentiel du pouvoir, serait concentré et administré dans la capitale, en l'occurrence Dakar pour le Sénégal, ne laissant que des miettes aux provinces. Donc aux périphéries, que seraient à la fois les villes secondaires, mais surtout aussi les zones rurales. Pour vous, Amadou et Maki, pour reprendre la formule de Ousmane Sembène, selon laquelle lui, il est passé d'ailleurs du roman au cinéma pour toucher les masses du continent, vous, comment est-ce que vous envisagez le passage de l'accès, donc il y a la restitution de l'archive, il y a la mise à disposition des chercheurs, des artistes, des cinéastes de ces archives-là, et puis ensuite leur diffusion au public. Comment est-ce que vous envisagez cette mise à disposition du public des créations artistiques? Alors, moi, je pense que les gouvernements africains ont intérêt à ce que les créateurs de contenu, hein, cinéastes, aient accès voilà, aient accès aux archives. Parce que ce système a été mis en place. Et c'est ça qui est malheureux. Au moment des indépendances, par exemple, voilà, des efforts ont été consentis par les gouvernements, justement, pour doter les pays africains des services d'archives. Voilà. Donc, les pères fondateurs avaient compris l'importance de la documentation et de l'archivage. Par contre, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est-à-dire que les gouvernements successifs n'ont pas, voilà, n'ont pas ravivé cette flamme-là, n'ont pas fait en sorte que les gens comprennent que, 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 que l'archive fait partie intégrante, voilà, d'une société, d'un peuple. C'est ça, en l'occurrence, qui nous définit. Si nous ne pouvons pas nous raconter, voilà, Malcolm X disait, celui qui ne respecte pas le passé n'a pas droit au présent. C'est ça l'archive. Elle répond à des questions. Elle en pose, mais aussi, elle peut aussi apporter des réponses. Pour que nos œuvres, en tout cas moi je parle en tant qu'artiste, hein, pour que nos œuvres puissent avoir une certaine portée, nous avons besoin fondamentalement de créer un accord avec nos chaînes de télé. C'est bien YouTube, c'est bien de diffuser à travers l'Internet et tout, mais ce serait encore plus judicieux et plus intelligent de s'associer avec des chaînes de télévision pour pouvoir porter certains projets. Parce qu'on ne va pas réinventer la roue. C'est comme ça que ça se fait. Si vous allez en Europe, c'est comme ça que ça se fait. Si Arte s'intéresse à un film et le diffuse, France 2 aussi à une case documentaire, vous rendez compte? Moi, j'ai écrit bénévolement, gratuitement à la RTS. Je leur ai proposé d'avoir une case documentaire, par exemple. Si on fait ça, on a une case documentaire. Et on peut même commencer à travailler sur des films à partir des archives de la RTS. C'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus simple ainsi. C'est comme ça que je leur ai proposé les 12 grandes, les 12 grandes figures de notre époque. Donc là, je pense que c'était le lutteur Mbaye, le premier tigre de face. Je peux citer Bruno Diatta, qui a servi quand même 4 présidents sénégalais. Donc de Senghor en passant par Diouf, Ouad et Macky Sall. Voilà. Le titre du film, c'est L'homme qui murmurait à l'oreille du président, parce que Bruno Diatta, quand même, c'est un des témoins de notre, voilà, de notre époque. Le doyen Amadou Mokhtar Mbow en fait partie. Amadou Mokhtar Mbow, il a 102 ans. Il y a des archives à l'UNESCO, il y a d'autres archives qui sont au Sénégal. Qu'est-ce qui nous empêche, ne serait-ce que de commencer par ça? Avoir une case à l'intérieur de la RTS qu'on appelle une case documentaire. Et puis, à partir de là, ça nous permet, nous, de nous focaliser justement sur une production de film qui raconte un tout petit peu l'histoire du Sénégal à travers les archives. Voilà. Autre chose, le journal Le Soleil. Mais là, en l'occurrence, il s'agit des photos et des articles de presse. Donc, je pense qu'aussi, ils font un travail qu'il faudrait saluer. Parce qu'à chaque fois que j'ai travaillé, la plupart des photos ou des articles que j'ai pu trouver, c'est avec le service d'archive d'archivage du journal Le Soleil. Donc, il serait judicieux, il serait vraiment, voilà, c'est un élément crucial dans le dispositif. Si on arrive à avoir une chaîne, bon,
c'est la chaîne nationale parce que c'est l'argent public, c'est notre argent. Donc, peut-être qu'une chaîne de télé privée aurait pu jouer le rôle, mais il est fondamental que la RTS comprenne ce qui se joue. Je te repose la question, Amadou. Pour toi, quelle est euh, la jonction entre la restitution, le retour, la mise en accès d'archives ou du patrimoine auprès de créateurs de contenu ou d'artistes et la diffusion au public? Pour toi, comment est-ce que tu vois ça dans le cadre des biens culturels? Bon, en fait, pour moi, en ce qui concerne les biens culturels, le problème de la diffusion revient surtout sur, comment dirais-je, le problème de la comment dirais-je, le problème de, ça- c'est-à-dire comme tu l'as expliqué tout à l'heure, c'est que vous savez, les pays comme le Sénégal sont un pays, pour moi, en tout cas, sont un pays bon, à refaire, quoi, en fait. Vous savez, presque, si on prend l'économie, la culture, presque tous ces aspects ont été concentrés dans les grandes villes, en l'occurrence dans les capitales. Actuellement, tu prends un pays comme le Sénégal, on retrouve des musées que qu'à Dakar ou Saint-Louis ou bien dans le sud vers Ziguinchor. Du coup, il y a presque la majeure partie des régions n'ont pas de musée. Du coup, pour moi, ça pose un problème. Cela revient, bon, surtout à un problème de décentralisation. Même la culture, ça doit être décentralisé. Parce que qui parle de patrimoine parle de, comment dirais-je, quelque chose que nos aïeux nous ont légué. Du coup, il y a le droit au patrimoine. Chaque citoyen sénégalais a le droit d'avoir un accès à ce patrimoine qui a été conçu par ses ancêtres. Du coup, pour moi, ce qui peut faciliter les choses, c'est de construire des musées dans toutes les régions du Sénégal. Pour moi, si on fait ça, on peut régler facilement le problème de la diffusion des œuvres d'art. Parce que vous savez, actuellement, on parle de restitution. Mais si un bon jour, on se réveille et on dit que, bon, mais maintenant c'est bon, on va restituer tout le patrimoine africain, tout le patrimoine culturel africain en Afrique, il y aura un problème. Parce que vous savez, actuellement, 95 ou bien 97% du patrimoine culturel africain est hors de l'Afrique, dans les grands musées, dans le marché de l'art. Du coup, si on se relève en un bon jour pour restituer tout cela, on risquait de ne pas avoir des lieux de conservation. Pour moi, même Senghor qui nous parle de négritude, de culture, même lui, pour moi, c'était le premier qui a raté cette période. C'est-à-dire de revenir un peu sur le développement culturel en multipliant la construction des musées. Est-ce que vous savez, même Senghor était opposé à bon, à la restitution des biens culturels africains. Même Senghor, qui était considéré comme étant un père de la culture, c'était quelqu'un qui ne voulait même pas qu'on parle de restitution. Je vous explique une petite histoire. Il y avait lors de la préparation du Festival mondial des arts nègres en 1966, parce que vous savez, le festival, son objectif, c'était d'exposer la culture africaine dans le monde. Mais durant cette même période, la majeure partie des biens culturels africains étaient consignés dans les musées occidentaux. Du coup, pour faire, les organisateurs du festival ont décidé bon, d'aller vers les musées occidentaux pour prêter des objets qu'ils peuvent exposer dans ce festival. Et durant cette même période, il y avait des voix qui s'est levées pour réclamer le retour de ces objets. Et du coup, dans l'ouvrage de Bénédicte Savoie qu'il a publié en 2023, tout récemment, sur le long combat de l'Afrique pour son honneur,
bon, il a expliqué cette histoire en disant que, parce qu'il y avait un journaliste béninois, non, je crois que c'est un Gabonais qui vivait au Sénégal. Il travaillait pour le journal de Bingo en 1966. Je crois que c'est le premier qui a lancé un appel public pour la restitution des biens culturels africains. Dans ce journal, il a écrit un article intitulé bon, Rendez-nous l'art nègre. C'était en 1966, en plein préparatif pour le Festival mondial des arts nègres. Et du coup, lorsque Senghor a su cette rumeur, il a écrit c'est-à-dire aux prêteurs occidentaux, en l'occurrence les collectionneurs français, en leur disant qu'on va éviter toutes sortes de revendications pour le retour de ces objets en Afrique. C'est moi-même qui avait dit ça. Du coup, pour moi, il y a une sorte de désintéressement de nos dirigeants envers la culture et particulièrement envers le patrimoine culturel africain. Sinon, comment dirais sinon, le problème de la diffusion, pour moi, ne posait même pas un débat. Ce qui construit un musée, pour moi, c'est très facile. C'est surtout des pays comme le Sénégal qui n'ont que 14 régions. Du coup, en tout cas, pour moi, c'est ça le problème. Il y a une volonté, il y a une manque de volonté envers nos gouvernants. Merci. Merci, Mamadou. Alors, j'ai une dernière question sur la suite. On a parlé de l'historique, à travers l'historique exhaustif que tu as fait, Amadou, de la provenance des biens culturels et des objets culturels au moment de la colonisation et dans la période post-indépendance. Maki, tu as parlé de la difficulté d'accès aux archives, quand bien même elles existent et quand bien même elles sont censées être rendues disponibles par les instituts nationaux. La question de l'accès au public et la responsabilité des autorités politiques. Maintenant, une dernière question se pose, et j'aimerais conclure avec celle-là. Quel est le rôle des artistes, des citoyens, des étudiants, des organisations militantes et des mouvements panafricanistes dans tout cela? Évidemment que c'est les pouvoirs politiques qui ont le plus de leviers, diplomatiques notamment, mais quel est selon vous le rôle que peut avoir dans cette campagne pour exiger la restitution, dans cette campagne aussi pour exiger la mise à disposition du public une fois qu'il y a restitution, dans ce processus? Maki, pour toi, donc disons les mouvements panafricanistes, que ce soit ceux qui sont au Sénégal et dans les autres pays africains, sur le continent et dans la diaspora, quel est leur rôle pour mener cette campagne-là? Alors, moi, je dis qu'on devait d'abord s'organiser, ne pas aller en ordre dispersé. Parce qu'au-delà des archives, il s'agit de l'histoire, en tout cas, pour nous, notre part, hein, ce qu'on appelle les habitants de l'Afrique de l'Ouest, une histoire qui nous est commune. Il ne faut pas que le Sénégal uniquement aille demander qu'on lui restitue les archives. D'autant plus que dans les archives restituées au Sénégal, les autres pays sont en train de demander aussi à la RTS de leur restituer les archives qui ont été restituées par la France, par l'INA en l'occurrence. Donc c'est là où le problème devient un peu devient complètement fou. C'est-à-dire qu'en Mais restituant les archives, sur ce plan-là, juste une petite précision, c'est la même chose pour les archives nationales, hein, les archives politiques, diplomatiques, etc. Puisque Dakar étant la capitale de l'Afrique occidentale française, aujourd'hui, les archives exactement. coloniales françaises qui vont jusqu'à 1960 sont stockées aux archives nationales, par ailleurs dans des conditions exécrables. Ça, c'est une autre discussion C'est parallèle. une discussion. Mais Voilà. c'est des archives qui sont pour toutes les anciennes colonies de l'AOF, pas juste le Sénégal. Exactement. Ouais, c'est de ça qu'il s'agit, exactement. Donc, je disais que il va falloir qu'on se regroupe, les mouvements panafricanistes. En tout cas, ceux qui ont compris l'importance enfin, ceux qui ont saisi la problématique des archives, c'est pas moi, qu'on se réunisse. Vous savez, c'est très difficile parce qu'à la base, moi, je suis cinéaste. Je sais pas, moi, comment est-ce qu'il faudrait faire pour, voilà. En tout cas, la force du nombre, elle est fondamentale pour gagner ce genre de combat. Une seule voix ne sera pas suffisante. Par contre, si on se met ensemble, par exemple,
si les cinéastes, par exemple, nous en tout cas, si les cinéastes décident de signer une pétition, par exemple, et de demander à ce que l'INA restitue pas une partie des archives, mais toutes les archives, tu vois, qu'elle a, là, ça pourrait peut-être faire bouger les choses. Je ne sais pas si ce que je dis fait sens, mais si, par exemple, les cinéastes décident à leur tour aussi de se joindre au mouvement, les, les artistes, les cinéastes, les mouvements panafricanistes, si tous ensemble, on devrait peut-être commencer par lancer une pétition pour demander non seulement la restitution des archives, mais aussi leur accès. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de restituer les archives, parce que des archives ont été restituées, justement. Mais le problème s'est posé autrement, c'est qu'on n'y a pas accès. Donc, à quoi ça sert si on restitue les archives et qu'après nous, on ne peut pas on peut pas y avoir accès? Ça aussi, c'est un autre problème. Donc, je pense qu'une pétition, une grande, grande pétition, hein, qui va être signée par des gens de la société civile, par des artistes, par des musiciens, par des cinéastes. Mais pour ça, il faut qu'on comprenne les enjeux. Voilà. Parce que la question fondamentale, c'est ça. Moi, j'ai réfléchi sur la question, je me suis dit, pourquoi c'est si compliqué pour la France, qui n'a absolument rien à perdre? Qu'est-ce que la France a, qu'est-ce que la France gagne en gardant nos archives? Et qu'est-ce que l'INA, qui est un organisme public, hein, c'est financé par le contribuable français, non? Si j'ai bien compris. Qu'est-ce que gagne l'INA Oui, ouais. Mhm. à, à, à ne pas nous donner nos archives? C'est ça la question aussi qu'il faudrait poser. Qu'est-ce qu'ils font de ces archives-là? Qu'est-ce qu'ils y gagnent? Pourquoi est-ce que ce serait un problème pour la France, pour l'INA, que nous, les Africains, nous n'ayons pas accès à notre patrimoine audiovisuel, à nos archives? Qu'est-ce qu'il y a dans ces archives qu'ils ne voudraient pas qu'on découvre, qu'on sache? C'est pas mal, il faudrait aussi il faudrait aussi poser cette question. Mais quoi qu'il en soit, pour répondre à ta question, moi je pense qu'il faut qu'on prenne le temps de poser le débat dans les sociétés civiles africaines, à l'intérieur même des sociétés, de nos sociétés, pour que les gens comprennent qu'il y a un enjeu qui est considérable. Et j'ai fait le tour, hein, j'ai remarqué que les Africains sont presque les seuls, hein, à être dans ce genre de cas de figure-là. C'est-à-dire que l'Afrique reste le seul continent au monde où les citoyens, où les artistes, les créateurs digitaux n'ont pas accès à leurs archives. C'est juste incroyable. Ce n'est pas le cas des États-Unis, qui est quand même qui est une histoire assez récente. Ce n'est pas le cas de l'Europe. Ce n'est pas le cas de l'Asie. C'est un cas unique dans les annales de l'histoire. C'est-à-dire, c'est incroyable. Voilà. Au lieu de tympaniser les gens avec la politique 24/24, voilà un sujet. Voilà un sujet qu'il faudrait mettre sur la table. Voilà un sujet, les masses devraient vraiment se l'approprier, se le réapproprier. Et pour finir, tout à l'heure, j'ai oublié de répondre à votre question, à ta question sur les canaux de diffusion. Moi, j'ai fait 3 films. El Maestro La Bassosé, Amad Dansoro et Chanté Rouge, qu'on a co-réalisé ensemble, et Jules-François Bocandé et Samaï. Eh bien, figure-toi que les 3 films, parmi ces 3 films-là, aucun n'a jamais été diffusé au Sénégal. Et pourtant, dans ces 3 films, j'utilise des archives du Sénégal. J'utilise des archives d'une partie de notre histoire, même si elle est culturelle et artistique. Il n'y en a pas un qui a été diffusé au Sénégal. En tout cas, Et dans les canaux de diffusion classiques, la télé et tout ça. C'est juste pour te dire. Maki, Oui. quand tu dis qu'aucun n'a été diffusé, ça ne veut pas dire que toi, tu n'as pas voulu qu'il soit diffusé. C'est Ah non, qu'aucune chaîne n'a accepté de diffuser ils n'ont pas dans les accepté de règles de diffuser. l'art, quoi. Mhm. Oui, là, voilà, c'est important la précision. J'ai voulu que nos chaînes de télé diffusent ces films-là. Aucune chaîne de télé n'en a voulu. Le 23 août 2023, pardon, c'était le 4e anniversaire de la disparition d'Ahmad Dansoro. Et je suis rentré en contact avec les chaînes, avec la RTS et tout, pour qu'ils diffusent, ce docu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Rien. C'est par la suite que Pape Alenia a diffusé le film via sa page YouTube. Et si vous allez là-bas, il y a encore les commentaires, plus d'une centaine de commentaires où les gens disent, mais pourquoi ça passe par la télé? Pourquoi ça passe par la télé? C'est-à-dire que même quand nous, on prend sur nous-mêmes
on va chercher les moyens. Une boîte comme l'Écrine Production, qui est une boîte indépendante, pour, pour travailler sur ce genre de film, même après le donner à nos chaînes pour qu'ils le diffusent gratuitement, ils n'en veulent pas. C'est pour ça que je dis que le problème est, est complexe. Et puis, voilà quoi, il va falloir Mm. soulever des montagnes. Il va falloir d'abord que les gens prennent conscience de l'importance du travail qu'on est en train de faire. Et ça c'est une vraie problème. Ça, c'est un vrai problème. Et puis, même, juste simplement pour embrayer sur ce que tu dis, Maki, il y a la question de la diffusion, mais même avant la diffusion, pour des sujets qui, a priori, ne sont pas politiques, enfin, tout sujet est politique, mais a priori qui n'est pas hyper politique, comme le documentaire que tu as fait sur Jules-François Bocandé, il me semble que tu étais programmé pour être invité à la RTS, et finalement, on t'a décommandé en raison de certaines de tes prises de position politiques. Oui, 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 C'est oui, mais dire ça aussi. à quel point, voilà. Voilà, voilà, c'est juste pour dire à quel point ces gens n'ont absolument rien compris. C'est-à-dire qu'on a le droit d'avoir des positions politiques. Moi, voilà, j'ai le droit d'avoir des positions politiques. J'ai le droit de dire que je ne suis pas d'accord avec le gouvernement en place. Mais ça ne veut pas dire qu'on va m'empêcher de travailler. Voilà. C'est deux choses totalement différentes. Quand moi je fais un film sur Jules François Bocandé, c'est un sujet qui n'est pas politique. Mais même pour ça, ils disent, ah, lui, il a des positions contre le gouvernement, donc on ne va pas l'inviter à la RTS. Mais je trouve ça dommage. Je trouve ça vraiment dommage. Parce que le travail qu'on est en train de faire, on est en train de faire. Moi, je me considère comme, même si j'aime pas trop le terme, mais j'ai pas le choix, c'est comme ça, un cinéaste du patrimoine en tout cas immatériel. Là, je suis en train de faire un film sur Boubacar Boris Diop. Donc, je continue le tournage à partir de demain au Salon du Livre de Genève. Mais Boubacar Boris Diop, pour moi, c'est un contemporain. C'est un intellectuel, c'est un écrivain. Voilà et j'ai envie que cette génération, ou bien, voilà, j'ai envie de le capturer. J'ai envie de montrer qui il est, l'homme de gauche qu'il a été, l'écrivain qu'il est, et puis voilà, ses positions politiques, et puis raconter sa vie au-delà même de ses livres. C'est important qu'on apprenne, qu'on comprenne plutôt que dans ce pays, il y a des figures, que ce soit des écrivains, des intellectuels, des artistes, des hommes politiques, et que nous pouvons capturer voilà, leur parcours et puis partager ça avec cette nouvelle génération qui pense que, voilà, quoi, que ce pays ne repose que sur euh, voilà, uniquement les marabouts ou autre chose. Voilà, le Sénégal a autre chose à offrir. Le Sénégal a autre chose à offrir. Il y a possibilité de. Il y a un public pour ça aussi. Je ne sais pas, toi, tu étais à l'avant-première du film Bakandé à l'Institut français. Tu as vu comment le public s'est déplacé. Depuis, les gens appellent de partout, ils veulent voir le film. Même à l'intérieur du Sénégal, là, j'ai fait des productions dans le Fouta, où les villages environnants, les gens sont venus à Dodane pour venir regarder le, 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 le film sur Jules François Bocandé. Mais c'est incroyable, il y a une véritable demande. Les Sénégalais ont soif de connaître leur histoire. Mais il faut que tout le monde joue le jeu. Il faut que le gouvernement sénégalais joue le jeu. Il faut surtout que la RTS joue le jeu. Et pour ça, je ne sais pas si les choses vont évoluer. Mais en tout cas, en créant une unité de production de films documentaires à l'intérieur de la RTS, voilà. Et il faut que ça soit complètement indépendant. Là, on pourra leur proposer des sujets, on pourra leur proposer de faire des films, notamment les 12 grandes figures de notre époque où il y a Kharmay Madiaga, l'histoire de Kharmay Madiaga, Aminata Sofal, Safi Faye, la première cinéaste africaine, et puis d'autres personnalités, hein, d'autres, le juge Kebambaye. Voilà. Et c'est faisable, on peut le faire, c'est faisable. Et voilà, moi je suis un peu trop passionné par la question, mais d'où cette frustration qui fait que les gens pensent que bon, voilà, quand tout le monde s'en fout, alors que nous, on est en train de se battre nuit et jour pour que, de toute façon, que notre peuple ait accès à son histoire à travers, en tout cas, le film documentaire. Absolument rien ne peut remplacer le livre, hein. Le livre est fondamental, mais le documentaire aussi peut venir dessus pour donner un peu plus de consistance, en fait. Merci Maki. J'aimerais poser aussi la question à Amadou. Pour toi, quelle est la place des mouvements progressistes, des mouvements panafricanistes dans le soutien et dans la pression autour de la question de la restitution et du retour?
euh, du patrimoine culturel. Bon, vous Ouais. savez, comment dirais-je, le combat pour la restitution des biens culturels africains, c'est un combat panafricain. C'est un combat qui a été porté par tous les mouvements panafricains avant l'indépendance jusqu'après l'indépendance. Du coup, au début, c'est-à-dire les premières années de l'indépendance, le combat pour la restitution était souvent l'appartenance de nos hommes politiques. On peut dire de 1960 jusqu'à vers les années 80-90. Mais à partir des années 90, il y avait nos hommes politiques ont essayé de, c'est-à-dire avec les politiques d'instruments structurels vers les années 80. Bon, aucun pays n'a continué ce combat. À partir du début du XXIe siècle, vers les années 2000, le combat va être mené par les mouvements, des mouvements citoyens, des mouvements panafricains. Aujourd'hui, si on prend l'exemple de la France, si Macron a décidé en 2017 à, à chercher les moyens pour restituer le patrimoine culturel africain, c'est parce qu'il y avait, comment dirais l'engagement des associations noires en France, comme le conseil, je crois que c'est le conseil, comment dirais comme le conseil, le CAN, quoi, en fait, qui est, C'est je le crois, le cran, je pense, conseil non? représentatif des associations noires, qui avait un rôle important depuis les années 2010 jusqu'à maintenant. Et tout récemment aussi, il y a, je crois, un autre mouvement qui se nomme, je crois, c'est Courage, Honneur et Dignité, qui est également sur Paris et qui mène également des combats pour la restitution de ce patrimoine culturel. Du coup, pour moi, les actions panafricaines ou bien les mouvements panafricains ont un rôle important à jouer dans ce combat. Parce que vous savez, en 2017, lorsque Macron a décidé de trouver les moyens pour restituer ce patrimoine, c'est pas pour faire une réparation, en quelque sorte. Pour moi, c'est pour, non seulement parce que si on voit il y a quelques années en arrière jusqu'à présent, il y a ce que le gouvernement français appelle comme étant le sentiment anti-français. C'est-à-dire ce sentiment de décolonisation qui est en train de se renaître en Afrique a fait que Macron veut, à travers la culture, reconstruire ces relations diplomatiques qui existaient entre l'Afrique et la France. Du coup, pour moi, si bon, il est arrivé à ce stade, c'est-à-dire s'il a été en train de voir comment restituer ce patrimoine, c'est à travers l'engagement des mouvements citoyens. Donc, pour moi, on doit, c'est-à-dire que ce soit en Afrique ou en Europe, les mouvements citoyens ont un mot à dire dans ce combat. Parce que si on se considère comme étant des, comment dirais des successeurs de tous ces mouvements de lutte, quoi, qui ont existé durant les années 60 et qui ont mené ce combat, donc pour moi, c'est une nécessité de continuer le combat. Je vous rappelle Kwame Nkrumah en 1957, devant l'Assemblée générale des Nations Unies, a réclamé la restitution des biens culturels africains. Je vous rappelle le Congo avec Mobutu Sese Seko. Lui aussi, c'est presque son discours en 1973 qui a fait que l'ONU a pris en charge la question. Je crois, le 4 octobre 1973, après avoir fait ce discours à l'ONU, que les pays africains, 12 pays africains, ont introduit une motion d'urgence à l'ONU pour faire introduire la question de la restitution des biens culturels je crois, lors de la session de l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est depuis cette période que l'UNESCO a pris la question en ça. Je vous rappelle également en 1969, le manifeste culturel
le manifeste panafricain culturel à Alger, a également revenu sur la question. Ils ont également, dans le texte définitif, ils ont réclamé la restitution des biens culturels africains. Avant, bon, l'Algérie, durant la signature des accords d'Évian en 1962, ils ont réclamé la reconstruction totale de leur patrimoine qui était dans les musées français, ce que la France avait fait. Donc, pour moi, des fois même, je disais même que on ne peut pas se considérer comme étant indépendant tant que ce patrimoine reste confiné dans les musées européens. L'ouvrage de Bénédicte Savoie sur le long histoire, non, le long combat de l'Afrique pour son honneur, le sous-titre, c'est Histoire d'une défaite post-coloniale. Donc, pour moi, actuellement, on ne peut pas considérer les pays africains comme étant indépendants, alors que ce patrimoine continue toujours d'alimenter les musées, comment dirais les musées occidentaux. Donc, vu que c'est un combat panafricain, la société civile, les mouvements citoyens ont un rôle à jouer dans ce combat pour moi. Peut-être un dernier mot de Amadou et Maki, si vous souhaitez conclure. Bon, en fait, moi, je voulais juste revenir un peu sur l'intervention de mon camarade Elal Sekou Diop, c'est-à-dire la volonté des pays occidentaux envers la restitution. Pour moi, il n'y a aucune volonté. Pour moi, les pays occidentaux, ils ne veulent pas rendre ce patrimoine à l'Afrique. Parce que vous savez, on peut pas reconnaître qu'on a volé quelque chose et on dit que maintenant, pour le restituer, on va, c'est-à-dire, on va emprunter un, une procédure judiciaire interminable. Je prends l'exemple de la France. Vous savez, c'est en 2017 que Macron avait tenu ce discours à Ouagadougou, au Burkina Faso. Et il disait que d'ici 5 ans, il va essayer de trouver les moyens dans lesquels ils peuvent restituer le patrimoine culturel africain. D'ici 5 ans, en 2017. 2018, les universitaires Felwine Sarr et Bénédicte Savoie lui ont fait un rapport. Et dans ce rapport, ils ont dit qu'il y a 88 000 objets d'art dans les collections publiques françaises, sans pour autant parler des collections privées. Parce qu'il y a beaucoup de musées privés qui ont uniquement, entièrement que des œuvres d'art africains en France. Moi, j'ai eu la chance de trouver un qui est ici, juste à côté, à 20 minutes de tour. D'ailleurs, je vous raconte même une petite anecdote. Lorsque j'avais voulu travailler sur le patrimoine culturel africain, j'ai discuté avec ma directrice de mémoire. Au début, je voulais travailler sur le patrimoine culturel africain dans les musées français. Après, je me suis dit que non, ça c'est très vague pour un sujet de mémoire. Après, ma directrice de mémoire m'a dit de trouver un musée et de travailler sur la collection de ce musée. Et durant mes recherches, j'ai eu à trouver un musée qui est à côté, juste 20 minutes de tour. Le musée se nomme Musée of Africa. Dans ce musée, il n'y a que des biens culturels africains. Après, j'ai entré en contact avec le directeur pour essayer de prendre un rendez-vous et voir comment peut-on faire pour travailler dans leur collection. Mais après, le directeur a catégoriquement refusé. Parce que je crois, je crois, en tout cas pour moi, il avait une arrière-pensée pour que je ne puisse pas retourner vers la question de la restitution. Donc, c'est pour vous dire qu'Andorre, c'est qu'à 38 000 objets d'art qu'a révélé le rapport, ça vaut, il y a presque beaucoup d'autres également d'œuvres d'art africains qu'on peut retrouver dans les musées privés français. Mais de 2017 à 2024, la France n'a sur 88 000 objets d'art répertoriés dans les collections publiques, la France n'a restitué que, je crois, 26 ou 27 objets d'art. Les 25 objets au Bénin et le sabre de Delhaz Omar Foutiou Tall au Sénégal. 5 ans. Et
pour restituer ces objets, ils ont besoin, parce que vous savez, il y a l'inaliénabilité du patrimoine culturel français. Du coup, pour ce qui est cela, ils ont besoin de faire une procédure, de voter une loi. Une loi sociale, c'est la différence qu'il y a avec d'autres pays qui sont en Europe, comme le cas de l'Allemagne. Même l'Allemagne, auparavant, c'est-à-dire vers les années 80-90, ils refusaient, ils refusaient l'existence des biens culturels africains dans leur musée. C'est presque à travers les travaux de Bénédicte Savoie, qui est une professeure de l'histoire de l'art en Allemagne. C'est à travers ces travaux que l'Allemagne a commencé à prendre la question au sérieux. Mais lorsque l'Allemagne a commencé à parler sur la question de la restitution, c'est tout récemment. Mais ils ont restitué plus d'objets que la France. Et sans pour autant recourir à aucune juridiction. Ils l'ont fait bêtement. Donc, même tout récemment, lorsque je discutais avec le directeur général du musée des civilisations noires, Hamadi Bokoum, je lui ai posé la question, à savoir c'est quoi le problème en fait. Pourquoi jusqu'à présent il ne peut pas expliquer ce patrimoine? Mais il m'a répondu directement, le problème bon, c'est un problème de, comment dirais de juridiction, quoi. Il m'a dit que le problème de la question de la restitution des biens culturels ne peut pas être, comment dirais-je, bon, encadrés par une question juridique pour pouvoir être restitués dans leur pays d'origine. Donc, pour moi, je tenais juste à revenir sur ça pour faire une petite, un petit, éclaircissement, quoi, en fait. Et, en tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que les mouvements actuellement, parce qu'on sait que nos États n'ont pas la volonté de le faire. Nos États actuellement qui sont la plupart ancrés dans ce mouvement néocolonial n'ont pas la volonté de demander ce patrimoine culturel. Que ce soit les biens culturels restitués au Bénin, ce sont des biens qui ont connu des demandes de restitution vers les années 60. Le sabre de House Omar Prioutal, la même chose. Mais depuis presque les années 80, avec les politiques baissement structurel, jusqu'à présent, nos États n'ont pas fait un effort conséquent comment on dirait, sur la question. Du coup, c'est à nous de le faire. C'est à nous de le faire parce que c'est un patrimoine qu'on doit restituer. Il appartient à l'Afrique. Donc, pour moi, c'est ça, quoi. Et je remercie à tous les camarades de m'avoir invité sur cette discussion. Merci beaucoup. Merci Manu. Maki, est-ce que tu aurais un dernier mot à propos de la discussion? Ton micro, Maki. Non, c'est vraiment, ça a été vraiment un débat de haute facture et puis j'apprends beaucoup des universitaires. Donc, je ne sais pas si moi, le cinéaste, ce que je dis fait sens, mais en tout cas, quelque chose me dit quand même, il y a de l'espoir, on est sur la bonne voie. Dans la mesure où on voit que le débat, quand même, il a été posé depuis quelques années maintenant. Il y a eu des initiatives bon, justement, avec Felwine et tout ce qui a été répertorié. Et puis, bon, c'est pas un document qu'ils ont transmis à Macron, même si au final, voilà, c'est à compte-goutte que ces restitutions, en tout cas, se font. Il y a aussi le film de Mati Diop qui pose cette problématique aussi et qui a reçu l'offre au Festival du film de Berlin. Et qui dit que on en parle, et puis bon, voilà, ça devient de plus en plus au devant de la scène. Mais je pense qu'il suffit que les masses africaines maintenant se réapproprient ce combat. Donc voilà, de la même façon, les gens ils se battent contre le franc CFA pour avoir une monnaie voilà, africaine, une monnaie beaucoup plus pour être plus indépendant sur le plan économique. Je pense que les marques devraient aussi comprendre que aussi bien la restitution des objets d'art hein, et aussi des archives, des images d'archives, en tout cas pour ma part, moi, le domaine qui me concerne le plus,
et qui m'impactent, bien sûr. Euh, voilà, il va falloir que nous convergeons, que nos idées convergent ensemble, mais surtout qu'on trouve comment est-ce on va aborder cette problématique et dans quel sens aussi nous voulons donner à notre combat. Et je pense que bon, là, c'est bien, c'est souvent ce qui me fait un tout petit peu, je veux dire, voilà, c'est toujours la face cachée du travail qu'on est en train de faire. On est souvent entre nous-mêmes. Avec, voilà, on est souvent soit les universitaires sont de leur côté, les cinéastes sont de leur côté, les artistes sont de leur côté. Et c'est très bien de converger nos forces et puis voilà, d'essayer de pousser, de donner une bonne dynamique à tout ça pour que les masses se réapproprient ce combat-là. En tout cas, pour ma part, si je peux faire quelque chose, hein, donc voilà, je suis partant. Et je remercie aussi Merci, les intervenants. Ouais, voilà, merci. merci Maki. Et je pense sur la question de la réappropriation des archives, lorsqu'on voit les réactions en ligne sur les réseaux sociaux lorsque des images de l'INA sont diffusées, par exemple, du 1er décembre 1963, avec la police de Senghor qui a réprimé officiellement au moins 40 morts, on parle de plusieurs centaines de morts, lorsqu'on voit des images d'archives de Senghor qui parlent avec des chefs religieux, on voit des archives de l'époque, beaucoup de gens se disent, mais donc, en fait, le Sénégal a des archives qui remontent aux années Ouais, 60, évidemment, mais elles ne effectivement. sont pas accessibles. Et c'est ça l'un des nœuds du problème. Et c'est une véritable question de souveraineté qui ne se limite pas que aux symboles les plus patents, qui sont évidemment attaqués, le franc CFA, les bases militaires françaises. Tout ça, ça fait partie d'un ensemble du legs colonial, du présent néocolonial, mais la question des archives, la question du patrimoine culturel est aussi centrale dans tout ça. Donc merci Et je pense Maki, que merci. Oui. Flo, j'avais oublié de dire qu'il faut poser la question doublement. Excuse-moi Mhm. de te couper. C'est-à-dire la restitution, mais aussi l'accès. L'accès Absolument, bien aussi. sûr, Parce que bien sûr. une partie, même si c'est une infime partie des archives qui ont été restituées sont à la RTS, on n'y a pas accès. Ça aussi, c'est un autre problème. Voilà, c'est juste ce que je Est-ce voulais que, ajouter. absolument, est-ce que tu disais, en fait, tu parlais d'une double violence qui est d'abord celle du moment colonial et de la violence coloniale. Il y a la Voilà. question du vol des imaginaires, mais après, il y a la question aussi du vol de la part des autorités publiques vis-à-vis de la mise à disposition de ces Voilà. archives-là. Donc, en fait, il y a une Exactement. triple violence qui Une remonte triple. depuis le colonialisme et qui continue maintenant Ouais. ce qu'on pourrait appeler les héritiers, en tout cas les descendants de l'ordre colonial. Exactement. Voilà. Ben, merci. Merci en tout cas, merci Maki, merci Amadou, merci Oufrap pour l'organisation de cette séance de discussion et on se retrouvera peut-être pour un nouveau cycle. Inch'Allah. Merci à Merci. vous. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.